Salut! Dans cette vidéo, nous allons voir la construction de l'électronique de la Reverb Lamington. La première question que je me suis posée, c'est dans quelle radio je vais réaliser cette Reverb? Il m'en faut une pas trop grosse, car le tank n'est pas très long, il fait 23,5 cm de long et uniquement 9 cm de largeur. Dans mon stock, j'ai trouvé celle-ci qui me paraît idéale. Vous avez vu ce magnifique tissu rouge qui provient certainement d'une serviette de table. Et on fait tourner les serviettes. Ce n'est certainement pas celui d'origine, ça c'est sûr. La seconde question, est-ce que je garde le châssis d'origine ou est-ce que j'ai un châssis alu qui pourrait prendre place à l'intérieur? Avec le châssis d'origine, je pense que j'aurais pu réaliser cette Reverb, mais je pense vraiment que je vais me simplifier la vie en prenant le châssis alu. Avant de valider ce choix de radio et de châssis, je vais poser les principaux éléments dans la caisse pour voir s'il n'y a pas un problème qui apparaîtrait. Ce qu'il faut savoir et qui est très important, c'est que la sortie du tank, la fiche RCA rouge notée Out, doit être positionné le plus loin possible du transfo d'alim. Si le transfo d'alim se trouve trop près, il rayonnera dans le tank et on risque d'avoir une ronfle 50 Hz en plus du signal réverbéré. Aussi, la logique veut que les prises RCA soient accessibles par l'arrière. D'abord, je place le tank, les prises RCA à l'arrière. La prise rouge se situe à droite, donc le transfo d'alim se trouvera à gauche. Aussi, vous pouvez remarquer que le châssis alu n'est pas centré dans la caisse de la radio. Cela me permet d'installer le transfo d'alim encore plus loin de la prise rouge. Je préfère prendre toutes les sécurités possibles. Pour câbler l'électronique, je vais l'effectuer à la façon de Fender sur une plaque. C'est une sorte de carton très fortement compressé. Quand j'aurai fait les trous de chaque côté, je la peindrai en noir et je passerai du vernis. Comme cela, l'humidité ne pourra pas pénétrer à l'intérieur. À partir du schéma électronique, il faut élaborer un schéma de câblage. Et sur internet, j'ai trouvé celui-ci. Mais bon, j'ai trouvé quelques blagues, comme par exemple ici, on a l'A100K et on a un condensateur de 22 nanos. Donc de l'A100K, il va ici, il va au 22 nanos et il repart au potentiomètre. Ça fait un 8. Il y a des longueurs de fil. Il aurait pu tout simplement passer de la 100K au 22 nano et aller au potentiomètre. Ça fait beaucoup moins de fil. Alors voilà, il y a quelques blagues comme celle-ci. Donc bon, finalement, je ne vais pas m'en servir. Donc du coup, je suis en train d'étudier le câblage. Ce premier schéma m'a permis de faire un premier décroississage. Ça m'a permis de voir comment placer chaque composant pour qu'il y ait le moins de longueur de câble possible et pour que ce soit le plus cohérent possible. Et maintenant, je suis en train de réaliser le schéma de câblage définitif. Vous pouvez voir que j'ai sorti presque tous les composants. Comme cela, maintenant, je connais leur taille et donc la place qu'ils vont prendre sur la plaque. En travaillant ainsi, je pense devancer tous les soucis. J'ai disposé sur mon schéma de câblage tous les composants de la plaque. Ça me paraît plutôt bien. J'ai repéré les composants sur mon schéma en insistant bien sur les points de perçage. Je l'ai ensuite imprimé une première fois pour pouvoir tracer le câblage et valider la plaque. Je l'ai imprimé une seconde fois pour réaliser la plaque que voici. Je l'ai découpé à la bonne longueur, puis j'ai placé mon impression dessus. J'ai pointé chaque trou à percer à l'aide d'une pointe de compas, puis j'ai percé chaque trou à réaliser. Ensuite, j'ai peint la plaque en noir et passé un vernis. Puis j'ai installé les œillets à l'aide de cet outil.
Maintenant, je vais faire tous mes perçages sur le châssis aluminium à l'aide de mon schéma de câblage. Les trous sont faits, la face avant, le dessus et la face arrière. Maintenant, je vais monter les composants sur le châssis. J'ai monté les composants sur le châssis, la façade, les supports, voilà. Le transeau d'alim, la plaque elle pas encore fixée, parce que je vais devoir souder les composants dessus. Mais d'abord, je vais m'occuper du 6 volts filament et de toute la partie secteur. Les filaments sont placés, soudés, et j'ai mis de la colle pour que les fils restent bien dans le coin. Donc j'ai mis de l'araldite parce que c'est une des seules colles qui résiste bien à la chaleur. Ensuite, j'ai câblé le secteur avec l'interrupteur, le voyant. Donc on va pouvoir faire un essai, voir si tout est OK. J'ai isolé la haute tension. Le voyant fonctionne. On va voir si les filaments s'allument. Voilà, les filaments s'allument. Tout est bon. Sur les filaments, il ne fallait pas oublier l'aide de résistance de 100 ohms qui référence l'enroulement filament à la masse. Ensuite, j'ai câblé tous les fils de masse et certains condensateurs qui ne sont pas sur la plaque. J'ai câblé aussi les câbles blindés qui traversent le châssis. Et maintenant, je vais câbler la plaque. Alors j'ai commencé par câbler les diodes, donc ça coulait de source de câbler ensuite toute la haute tension. Donc là j'ai fini de câbler la haute tension. Hop, on peut voir le dessous. Donc en fil j'ai pris du jaune là, et sur mon câblage, enfin sur mon schéma de câblage c'est en rouge. Donc c'est vraiment très pratique d'avoir ce schéma. Comme ça je connais à peu près les longueurs de fil, mais bon j'ai pris de la marge. J'ai ce style de fil là, et c'est vraiment intéressant. C'est des fils à l'ancienne, sous coton. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire coulisser le coton, on peut souder, et après on peut venir recouvrir le cuivre. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. J'ai terminé de câbler la plaque. Voici le dessus et le dessous. Maintenant, il faut que je vérifie cette plaque au multimètre pour être bien sûr du câblage, parce que sinon, une fois que la plaque sera montée sur le châssis, il sera difficile d'apporter des modifications. C'est un petit peu l'inconvénient de faire un montage sur une plaque comme celle-ci. La plaque est installée et tout est câblé. J'ai mis dans leur support les deux tubes, la 6N2P et la EF80 qui était dans sa boîte. Avant de brancher l'appareil, il faut bien connecter la reverb dessus. Si on ne branche pas la G1 de ce tube, elle est en l'air. Donc il faut absolument brancher la reverb pour qu'elle ne soit pas en l'air. On va pouvoir procéder au premier allumage. Donc je suis branché sur mon transfo d'isolement. Ici j'ai la tension cathode de la EF80 et ici j'ai la haute tension. Allez, j'allume. Là on voit la haute tension, 300 volts, un peu plus. Là, la tension de cathode qui commence à augmenter. Few moments later. Bon, tout ça paraît pas mal dans un premier temps. Maintenant je vais prendre ma feuille, je vais relever toutes les tensions
et ensuite calculer les intensités. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on ne voit pas visuellement les ressorts bouger. Et si on les fait bouger avec le doigt, ça fait un boucan pas possible. Autre chose que je voulais vous montrer en direct, c'est la sortie out du tank qui est sensible au rayonnement du transfo-d'alim qui est ici. On va voir, quand on va approcher le out, on va entendre une ronfle 50 Hz. Après plusieurs jours de recherche et de réflexion, j'ai apporté des modifications par rapport au schéma original de la Lamington. Ce que j'obtenais ne me satisfaisait pas complètement, j'avais un bon son, mais quand je mettais le mix assez fort, on ressentait les basses trop brouillonnes et un peu trop de bruit à mon goût. Pendant plusieurs jours, je me suis posé 110 000 questions. J'avais bien repéré que les défauts étaient situés après le tank de reverb, notamment autour de la triode qui amplifie le signal réverbéré. Après de nombreux essais sur cette triode, je suis arrivé au constat que la partie du schéma de la reverb unit de Fender concernant cette triode était exactement ce que je recherchais et rectifiait tous les problèmes que j'avais pu constater. Du coup, j'ai même rajouté le potentiomètre de tonalité, car après plusieurs essais, je me suis rendu compte que la meilleure des solutions était de rajouter ce potentiomètre, car suivant son réglage, l'ambiance n'était pas du tout la même. Au final, je me retrouve avec une reverb qui a la simplicité de la Lamington et une partie de schéma de la reverb unit de Fender, ce qui en fait ma reverb, la reverb Cernitronic.